Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu vois, on a un atelier, on a une dalle, c'est magnifique, c'est bien, mais c'est un peu la dépression parce qu'on n'a pas de prise, on n'a pas d'élec et surtout on n'a pas de machine, pas d'outillage. Du coup, le but d'aujourd'hui c'est de faire l'installation électrique complète de A à Z et d'équiper l'atelier en outillage pour qu'à la fin de cette vidéo on puisse déjà l'utiliser. Pour ça, petit moment nostalgique. Yo! Pour ceux qui ne se rappellent pas de l'historique, le poteau Jean avec qui on a fait un paquet de projets débiles de type le Cuninimbus 2000. Ouais, la Pimpounette V1 et V2. Les scatos électriques, les Pimpounettes. Ah, la Pimpounette à essence, la première Pimpounette. Les tests de la moto, bref, il y a 10 ans quoi, quand on était au lycée. Eh, ça va, hein, doucement comme ça. Putain, on est des darons maintenant, c'est quoi cette histoire? Je me suis retrouvé coincé dans cet endroit de merde qu'on appelle Paris, et c'est là-bas que je taffe, ouais, toujours dans une start-up. Oui, voilà, ingénierie, t'as fait les arts et métiers, tout ça, exactement. et du coup, bah voilà, tu sais, moi je suis resté en bas, lui il est parti en haut. Ça t'es resté collé Lyon-Sainté, t'es pas trop bougé. Ouais, j'ai bougé, Limoges, Besançon. Ah putain, c'est vrai que ça. Ouais, t'as fait bougé, Limoges-Besançon, moi j'ai fait, du coup j'ai fait Lyon-Saint-Étienne, Cluny, Paris. Bah maintenant t'es en vacances. Ah, les vacances. Ah, ça va, le tirage de béton. Ouais, le tirage de béton, là, on s'en rappellera. Les 5 putains de toupies là. En tout cas, voilà, moi j'ai progressé en mécanique auto. Lui, il a progressé en tout le reste. CNC, ouais. Élec. Usinage conventionnel, numérique, ouais. fab, manutention. Et du coup, une fois de plus, on va charbonner comme on a charbonné, c'est-à-dire accomplir un travail de 1 mois en 3 jours. Ouais, et large. Et bah c'est parti. Nous voici dans la maison avec le tableau électrique. Donc celui-là, je suis pas à plaindre parce qu'on a acheté la maison justement parce que l'élec a été refaite et je sais que ça coûte une burne. Surtout quand tu mets le mot triphasé à côté du mot électrique. Et là, c'est 2 burnes que ça coûte. Donc ça a été refait. Alors à quel point ça a été bien refait, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a 2 gros fusibles, enfin disjoncteurs, qui partent au niveau de la grange, mais qui aboutissent nulle part. Il y en a un, 20 ampères, où il y a un câble qui branle dehors, donc il branle comme ça en mode YOLO, mais au moins il a été tiré et il est propre. Donc on verra ce qu'on en fait, on verra si la section est suffisante, etc. Et il y a un deuxième, le 16 ampères, là, ancienne alimentation grange, qui mène à un câble qui veut nous tuer. Donc ça aussi, on verra si on peut en faire quelque chose parce que là, si je mets ça, je fous le feu à la maison. Donc là, on va le laisser sur off. Tu vois la différence entre les mecs du 42 et les Parisiens? Ça sort la tablette un peu. M'appelle pas Parisien, je vais te mettre une baffe. Je te préviens, tu sais où va finir le stylo là si tu continues. Je suis Théo. Donc en gros, tu as ton Linky qui va du coup à ton tableau que tu as actuellement. En gros, tu auras le départ vers le nouveau disjoncteur. Parce que tu veux pas être sous un différentiel, ça on en reparlera devant le tableau. Donc là on aura soit un 20, soit un 25 en fonction de ce qu'on a. Et après là tu vas aller à ton tableau d'atelier. Ouais, ok. Donc le tableau principal de la maison va partir dans un disjoncteur qui va piloter le tableau électrique secondaire de l'atelier. Et techniquement après tu repars sur un nouveau tableau à côté, enfin voilà. Voilà pour les éclairages dans les autres. Et après tu repars sur un tableau et après... Sur le tableau électrique déjà ce qui est très bien c'est qu'on voit que toutes les phases sont toutes équilibrées. C'est-à-dire que l'alimentation du Linky se fait ici sur un bornier de distribution qui va ensuite envoyer des câbles à chaque rangée de mon tableau ici. Chaque rangée possède un différentiel 30 mA, donc la protection humaine, si tu touches, eh ben, tu te fais théoriquement pas taser. Et la répartition, tu vois ici, grâce au peigne, L1, L2, L3, L1, L2, L3, à chaque rangée, tu as un peigne qui va envoyer la sauce de façon homogène sur toutes mes prises. Tu vois, faut pas que tu surcharges en 230 une phase à la fois, parce qu'après, je sais pas ce que ça fait, mais ça fait des pertes de tension, des chutes de tension de bâtard et ça crée des problèmes. Tu vois, le souci par contre, c'est que le bornier là, il dispatche là-dedans dans un 30 mA qui ensuite va partir sur les ateliers, qui ensuite va partir sur un tableau secondaire. Donc en fait, on aura différentiel sur différentiel sur différentiel et ça
c'est chiant. Si tu mets trop de disjoncteurs sur un circuit, enfin sous un différentiel, ce qui va se passer, c'est un peu comme tu vois si tu avais un tuyau qui était poreux. Genre il va avoir un peu de perte d'eau, un peu de perte d'eau, un peu de perte d'eau, puis à la fin tu as une grosse perte d'eau. Bah c'est pareil, peut-être ton circuit il va faire une petite perte de 1 mA, 2 mA. Et au final, tout additionné, ça fait 30. Et ça pète. Et ça pète pour rien, juste parce que en fait, le câble a été tiré dans plein de trucs. C'est ça, et même juste parce que rien n'est jamais parfait, tu vois, il y a toujours des petites pertes à la con. Et l'idée, c'est pour ça que maintenant la norme, elle dit que tu n'as pas le droit à plus de 8 appareils sous un différentiel, c'est pour que la somme, tu vois, elle te laisse un peu de la marge. Donc il y a déjà le fait que si on met tout le tableau derrière, du coup tu rajoutes plein de disjoncteurs, donc plus de risques. Mais aussi, si jamais tu as 2 différentiels de 30 mini qui suivent, tu sais pas lequel va péter en premier. Donc en fait, le deuxième, il sert à rien. Parce que du coup, ils vont probablement péter les deux ensemble. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on shunt le différentiel sur la rangée du haut, là, qui part aux ateliers. En gros, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va venir rajouter du coup un disjoncteur qui sera ici. Et on va repartir directement du bornier qui est là. Voilà. Et après, ce câble-là, il va partir au tableau secondaire sans passer par le premier diff. Il faut qu'on retrouve aussi l'ancien câble. Ouais, ton ancien câble. Cancéreux. C'est un câble qui sort du sol. Pour moi, c'est un premier point de recherche. Ça, c'est l'ancien raccordement de Lagrange. Donc tu vois, c'était aux normes dans les années... Quand il n'y avait pas de normes. Tu vois, là, il a complètement fondu. C'est ce genre de réseau qui est à l'origine en fait des normes. Ouais, tu vois comment il a fondu là en bas. Il s'est désintégré. Ouais, ça, tu vois, ça c'est pas de l'isolant moderne ça. Tu sais, il y a un vieux câble dégueulasse à côté du Linky là-bas. Oui. Et si jamais tu vas voir le vieux câble dégueulasse qui est à côté du Linky, c'est bizarre. Mais c'est aussi un 5 fois avec une bande jaune, comme celui qui est là-bas. Oh, waouh. Ça rentre dans la boîte, et tu sais, la boîte, je t'avais dit qu'il y a un câble dégueulasse qui traversait. Oui. On va voir de l'autre côté de la maison pour voir à quoi ça ressemble. Oh non. Ah si. Pas ça, il fait pas ça le câble. Non, il fait pas ça. Ah bah. Alors c'est soit ça, soit le puits. Mais pour moi, c'est ça. Comment il est beau mon pédovan. Dommage qu'il est en panne. Il est en panne de Schrödinger. Il s'est un peu réparé. Tant que tu l'as pas démarré, tu sais pas s'il est en panne. C'est juste ça. C'est en panne de Schrödinger. Donc non, pour moi, tu vois, ça rentre dans un tuyau en ferraille. C'est du câble qui est déglingué sa mère, qui a l'air d'être bien vieux. Là-bas, ça ressemble dans un tuyau en ferraille. T'as le même nombre de conducteurs, même type de câble, même section de câble. À mon avis, ton câble, il fait un oui. Un wow petit loup, comme dirait Louis. Mais bon, du coup, c'est bien. On peut supprimer le disjoncteur. On en a rien à foutre parce que celui-ci, on n'est pas prêt de le retirer le câble là. Merci pour l'information. Détective. Objectif. Tu m'en veux pas, je t'accompagne pas pour celle-ci. Non, je t'en veux pas. Le nouveau, il sort ici. Voilà, 6 mm², ça c'est le frais. Il est évidemment pas assez long pour aller à l'atelier, mais c'est là-dessus. On va tout passer là-dedans et on n'en parle plus. Vide. Mets-le contre le mur 2 secondes. Bah non du coup. Oh oui. Tu vois le passage, nice. Regarde. Gratuit. Tu m'éblouis avec ta lumière. Ah bah ouais, c'est une protection contre les youtubeurs. Ah super, c'est le flashbang. Donc pour résumer, on a le tableau électrique qui est dans cette petite annexe là, qui passe sous le sol comme ça, turlututu, chapeau pointu, qui ressort là-bas. Du coup là-bas, il remonte, on a fait un perçage qui l'a fait ressortir de l'autre côté. Ça traverse de façon dégueulasse tout là-bas, tout le bâtiment. T'es vraiment obligé de le montrer ce côté-là. Ici, on a affaire à une œuvre d'art contemporain, voilà. Ah, ça fait plus de vagues qu'un Space Mountain, quoi. Voilà, super. Ça repasse par là, bim. Ça ressort dans mon Urbex Aero-Inoman, bim bim. Là, c'est un peu moins moche. Ça traverse les plafonds, ça redescend, et puis ça part dans l'atelier. 360 km de câble plus tard, ça ressort ici au niveau de l'atelier avec des câbles de retour qui repartent dans l'autre sens pour l'éclairage des annexes là-bas et les prises des annexes là-bas en partant du tableau. Et voilà, le tirage est effectué, plus qu'à installer et faire les tableaux électriques et tout le reste. Et là, je vais pas te mentir, je me suis pris une énorme claque. Genre, je pensais pas me faire désannucer à ce point. Je pensais que genre pour 300 €, je vais tout faire. Non, là, ici, ce que tu vois, il y a genre 1500 balles de matériel électrique.
Je me suis fait ouvrir en deux. Rien que le câble, il y a 850 €. Le seul endroit où j'ai réussi à économiser de l'argent, c'est sur les parties tableau électrique, disjoncteur, contacteur, etc. Ça, c'est grâce aux abonnés, notamment un abonné qui se reconnaîtra. Merci infiniment. Disjoncteur, courbe D, courbe C, parafoutre. Ça, c'est des trucs tombés du camion que j'avais aussi d'avant. On verra ça plus en détail comment on les branche. Et on passe aussi à cette boîte-là, qui est des accessoires. Tu vois, des prises comme ça, prise murale, tout simplement. Ça, c'est du matos de chez Cache Électrique. Ils sont pas très chers. Voilà, je sais pas si c'est cheapo, si c'est de la merde. T'as un avis sur la qualité? C'est pas du Legrand. Oui, non, c'est ouais, pas ça, du Legrand, ça fera largement pour son taf. Ouais, voilà. Et c'est genre 3-4 fois moins cher que du Legrand. Donc le rat, il dit oui. J'ai aussi un paquet de systèmes de chez Bricovis, qui est maintenant devenu en quelque sorte un partenaire de la chaîne, parce que maintenant quand je passe une commande, je ne vais pas vous mentir, le patron il m'envoie le matos, comme par exemple ça, ultra quali, tu vois, des chevilles à frapper pour le béton. Ça sera pour mon pont élévateur, pour le fixer. Ouais, qualité, réactivité, ils sont vraiment pas mal, donc franchement rien à dire. C'est vrai. Les prix, c'est pas trop mal, stock, c'est bon. Enfin, sur les vis, c'est rigolo. J'ai acheté aussi ici, il y a plein de tiges filetées, il y a plein de matos. Donc merci à Bricovis pour leur soutien à la chaîne. Et j'ai aussi des éclairages là-bas de chez Amazon. Donc c'est des néons. C'est Benjamin Workshop qui m'a filé le filon, le lien Amazon. Donc voilà, je le mettrai en description. C'est genre, je crois, 12 néons pour 200 €. Enfin, c'est néon LED évidemment. Hein. Donc, celui va être branché dans le tableau qui est dans la maison. Et en gros, en dessous, on va avoir le câble du coup qu'on a tiré tout à l'heure qui va être alimenté. Ouais. Et là, on a rajouté le parafoot parce qu'il n'y en a pas et que normalement, la maison est dans une zone où il est censé avoir un parafoot quand on est en ligne aérienne, machin, les normes, tout ça, c'est sympa. C'est sympa. Et puis, chez mes parents, c'est arrivé. Il y a la foudre qui a tapé à côté. Ils n'avaient pas de parafoutre. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça a tout cramé. Ouais. C'était relou. Et l'assurance, elle dit d'aller te faire enculer bien fort. Donc voilà, on l'a trouvé. Il était tombé du camion. Il n'a pas déclenché. Donc du coup, on se dit, tant qu'à faire, on va l'installer parce que quitte à l'avoir, autant le mettre. Voilà. À partir de là, c'est lui qui va envoyer la sauce dans le tableau qui sera le principal de mon atelier. Exactement, le grand tableau qui sera dans l'atelier. Donc ça, entre les deux, il y aura le gros câble, le 5G6 là qu'on a tiré tout à l'heure. Et donc ça va venir alimenter le différentiel qui est là. Donc c'est ce qu'on disait, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs différentiels, mais par contre il faut qu'il y ait un différentiel dans chaque tableau parce que sinon tu n'es pas protégé. Donc on aura ce disjoncteur différentiel qui lui va alimenter le bornier et ce bornier là va alimenter tous les autres disjoncteurs qui après vont alimenter les différents appareils. Donc là on a du 16 ampères pour les prises triphasées 16 ampères. On a du 20 ampères pour les prises un peu plus grosses. Ouais. Et en dessous, en fait, on va devoir mettre un deuxième tableau parce qu'on n'a pas la place pour mettre, on va dire, la rangée monophasée. Donc c'est là qu'on aura les circuits de prise, les circuits d'éclairage, etc. Ouais. Et tu constateras qu'il y a énormément de marques différentes, de tableaux différents. Ouais. C'est normal, on a pris avec ce qu'on a trouvé dans le stock de C'est tombé du camion. C'est ça, exactement. Sur le magasin, C'est tombé du camion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va bien tester notamment les différentiels. Voilà, les différentiels, on va les tester. Donc, tu as un appareil pour ça? J'ai ramené un testeur de différentiel et on a aussi un testeur de terre pour vérifier que tout est bien branché parce que vu que le différentiel, c'est ce qui te protège toi, t'as pas trop envie de déconner avec. Ouais, c'est ça, le différentiel, c'est le plus important. Donc, on va vérifier qu'il déclenche dans les bons délais et à la bonne intensité. Ouais. Et si jamais il est pas bon, faudra par contre que tu investis dans un différentiel, désolé au vide, ou que tu retrouves un autre camion. Ça va marcher. T'as intérêt à marcher parce que sinon je te fume. Dernière chose, explication entre les courbes C et courbes D. Ça en apparence c'est exactement le même disjoncteur, mais en fait pas du tout. Tu vois là il y a marqué C16, là D16. C'est pas anodin. En fait c'est en fonction de sa vitesse de sautage. Ouais, explique ça mieux. En gros, c'est ça. C'est la courbe de déclenchement, ça s'appelle. L'idée, c'est que le D16, il va en fait être un peu plus permissif au début, sur les premières secondes, millisecondes, que le C16. Et donc, c'est beaucoup utilisé quand on a des moteurs, parce que le moteur, quand il démarre, il va faire un gros appel de courant, un gros pic de démarrage. Et du coup, en fait, si jamais tu as un C16, il peut déclencher trop vite et même si ton moteur il consomme que 16 ampères, parce que 16 ampères ça fait un bon moteur quand même, mais si tu consomme que 16 ampères, tu l'as mis sur un 16 ampères, peut-être que ça va quand même sauter. Prenons un instant pour savourer la blague. Et on a quoi dans le sac? 1500 balles.
Update, tableau terminé. Voilà ce que ça donne. On n'avait pas les bons peignes parce qu'apparemment les constructeurs, c'est des bâtards. Ouais, les peignes, ils sont propriétaires par marque généralement. Si t'as un peu de chance, ça peut être compatible entre deux marques, mais 9 fois sur 10, si t'as pas le peigne de la marque du disjoncteur, t'es niqué. Ouais. Et donc ça s'est fait à la mano comme ça, avec du câble 6 mm carré. Mais bon, c'est pas grave tant que c'est propre. Ça c'est ton piquet de terre. Mais t'arriveras jamais à tout rentrer. Oh, il a mangé. Oh, il a mangé sec. Ah Et à côté, approximation du mouvement, tu sais. C'est du tap-tap sur cible mobile. On s'arrête là. Mon mur a pris autant de tarifs que mon piquet. Je filme en train de fermer le cercueil du respect. Ça rentrerait presque. Magnifique cadre de bois avec des chutes. Ça, il va falloir visser ça dans le caca tassé derrière. Et le caca tassé, bah, tu as bien compris que c'est de la poudre. Tu peux ni mettre de cheville, ni rien, absolument rien derrière. Ce qu'on m'a dit, en fait, les gens du coin, ils m'ont dit, tu mets des tire-fonds de bâtard, tu mets des vis à bois les plus longues que tu puisses trouver. Allez, on va voir si la technique du ghetto fonctionne. Vis à bois dans du caca. Ça a l'air de tourner dans le vide, mais bon. Celle-là est partie dans les ténèbres. Elle est partie en Narnia, celle-ci, non? Narnia, ouais. Chez Alice et Pays des Merveilles. Dans le néant. C'est de la merde comme technique, ça pue la vite. Ouais. Ça bouge pas, mais je pense qu'à mon avis, si t'enlèves celle-ci, il y a tout qui tombe, quoi. Oui, exactement. Donc, on va essayer la grosse vis de bâtard. C'est son nom, hein. Je l'ai acheté sur l'étiquette, il y avait marqué grosse vis de bâtard. Tu l'envoies en haut ou en bas? J'irai en haut à droite. Genre là. Ouais. Déjà mieux. Qu'est-ce que t'en penses alors? J'ai envie de vomir, mec. Tout ce que je fais, c'est de la merde. Je sais pas, j'ai l'impression. Tu vois, j'essaie de progresser, j'ai l'impression que je régresse. Après, t'as vu la gueule du mur. Oui. Alors, ça marcherait mieux si t'avais un mur en mur et pas un mur en caca. Mais oui, mais le mur en mur, ça coûte plus cher. Bah ça après, c'est... Premier tableau raccordé par le 6 mm carré qui fait le tour de la planète. Il reste plus qu'à mettre le jus et voir si ça explose. On peut lui enlever sa petite ceinture de chasteté et... Oh, ça explose pas. On fait un test de rotation de phase. En gros, on vérifie que les phases sont bien dans l'ordre, donc phase 1, phase 2, phase 3. Ce qui fait que ta machine tournera bien dans l'ordre quand tu la brancheras. D'accord, parce qu'il se peut que les phases ne tombent pas dans l'ordre. Ouais, Enedis, dans l'ensemble, ils en ont un peu rien à foutre, donc ils les branchent comme ils veulent. Et là, tu vois, par exemple, on est à l'envers. Ah, fait chier. Mais du coup, il faut backflip des fils. Ouais, c'est d'une complexité folle. Faut juste inverser deux fils. Ok. On est sur du... Wow. Je pense qu'on va aller faire dans le tableau pour que ça soit fait proprement. Ok. Mais c'est juste Enedis qui est en mode... je branche comme je veux. Merci Enedis. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant ça, on va faire un test, on va faire péter le diff. On va voir s'il pète et s'il marche vraiment. Ouais, exactement. Ouais. Une mauvaise nouvelle pour toi. Mon diff marche pas. Non. Même à 100, il déclenche pas. On va essayer de lui mettre 300. Lui, je pense qu'il est coincé de chez coincé. Mode mormon, tu vois. La Vierge Marie. Mec, qui kick 0. En fait, c'est un conducteur. Ça... c'est un fil tout droit. Si je mets 500, on va faire péter ton... En fait, c'est juste un interrupteur. Il n'est pas diff du tout. Parce que du coup, on a confirmé que le diff marchait pas. On va faire un test d'éther, ça sera fait. En attendant que la commande Amazon arrive. Ouais, c'est ça. T'as vu, il chante, c'est mignon. Ah ouais, il fait des musiques de vieilles disquettes. Ouais. Et là, donc sur la terre qu'on a installée, nous, on est à 22,4 ohms. Ce qui est correct. C'est 100 ohms maximum, 50 ohms conseillé. D'accord. Surtout que là, vu qu'il fait humide, super bien. En gros, on est pas mal du tout, ouais. Okay. Donc si tu as une terre qui a une résistance qui est trop élevée, bah, elle va peut-être pas faire déclencher lui. Et toi, quand tu vas toucher, tu vas déclencher. D'accord. Donc en fait, c'est pour permettre d'évacuer la fuite avant que toi, tu aies foutu tes doigts dessus. Bref, en gros, avoir une bonne terre, c'est bien. Avoir une bonne terre, c'est bien. C'est même obligatoire, normalement.
J'aimerais te dire que c'est beau, mais ça ressemble à rien. Et je me questionne toujours pourquoi j'ai acheté une maison en merde. Ah oui, parce que c'était pas cher. Merci à Matériel Électrique de sponsoriser pas du tout, j'ai tout payé. Allez, merci, au revoir. En vrai, propre hein, le tableau électrique. Franchement, pour la récup, c'est pas mal. Je suis content. Ouais, ils s'enchaînent bien, ils sont à peu près de la même taille. Tu vois qu'il y en a un qui est vachement plus jaune et vachement plus tombé du camion. Les deux sont tombés du camion, mais en gros... Il y en a un, ça fait plus longtemps qu'il est tombé. C'est ça. Et malheureusement, un différentiel tombé du camion a pas fonctionné. Ouais, c'est confirmé, il est HS. Donc lui, il est mort. Lui, il est mort. Mais bon, ça nous empêchera pas de faire un petit test de type juste éclairage, parce que là, il y a des fils qui branlent là-bas. Ici, on a mis des goussis petites prises. Donc une triphasée, une monophasée mais solide pour le poste à souder, une plexo qui coûte une burne là, et puis test lumière. Ouais. Rien n'a explosé. Non, pour l'instant rien n'a explosé. Ah non, j'ai pas présenté le cockpit de la DeLorean. On avait dit qu'on l'appellerait DeLorean ici, parce que ça ressemble vraiment au truc de Retour vers le futur. Enfin bref, t'as la ref. Allez. Clic. Oh shit. Les ISO. Les ISO. Allô ISO. Et bah ça éclaire. Ouais, ça éclaire bien. En vrai, c'est cool, t'as un éclairage qui est relativement froid mais pas trop, c'est bien homogène. C'est ça. C'est bien lumineux. Froid, mais pas trop, c'est pas bleu. Ouais, c'est ça. C'est un peu jaune mais un peu cosy à la fois. Franchement, pour bosser là, t'es pas mal, hein. Pour la soudure et tout, tu seras bien. Pour le prix. Pour le prix aussi, ouais. Fixed. Nickel. Là, on a galéré, pareil, à fixer au mur. C'était horrible, donc ça branle un peu. C'est peut-être qu'un jour ça tombera, mais. Avec le bâtiment. Ouais, voilà. En général, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais tirer un câble de la prise et que le mur va tomber. Franchement, là, c'est structurel, hein, ça renforce ton mur. Hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle un composite. Après avoir fait le premier tableau là-bas, on a tiré un fil qui gambade et qui repart comme ça sur les autres urbex. Donc, bonjour. Suivez-moi, je vous emmène dans ma cachette. Le câble gambade ici, gambade dans mon tas de merde et il ressort dans un tableau secondaire. Gousi ou pas gousi le branchement? Extra gousi. Alors ça c'est le deuxième disjoncteur tombé du camion. Et celui-là aussi il a l'air totalement en panne. Mais on va celui-ci il a l'air plus en panne que son pote. Ouais. Parce que son pote au moins il donnait l'impression d'essayer, tu vois. Lui il faut que tu forces sa mère pour le passer donc... L'autre, il avait l'air neuf. C'est un non négatif. Donc, il est mort aussi. Ah non, what? Ah. Bah, il est coincé. Daddy I'm stuck. Les résultats sont partagés, ouais. Tu sais quoi? On va dans ta baraque, on va faire un test. Allez, juste pour rire. Juste pour rire. Et là, du coup, je peux faire afficher. Il a déclenché à 21,9 mA à 73,7 millisecondes. C'est bien. Ouais. Donc, c'est ça qu'on est censé voir sur les autres. Ouais. Enfin, marche pas. Morale de l'histoire, les différentiels tombés du camion, c'est bien, à condition de pouvoir les tester, pouvoir valider qu'ils soient fiables. Ouais. Juste monter un truc comme ça, tomber du camion sans l'avoir testé, ça veut juste dire que tu risques de crever, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, même si tu l'as testé, ton atelier à la rigueur, si jamais c'est ta baraque, non, joue pas au con, prends un truc neuf. Enfin, ouais, c'est cher, mais c'est quoi 40 ampères par rapport à si tu crèves dans un tableau? Enfin, genre, c'est ça. Et on a bien validé que, genre, bah, ça peut ne pas être fiable du tout. Et là, j'en ai deux, et les deux sont crevés, quoi. Donc, pas bon. Et ouais, pareil, vous ne fiez pas à l'aspect esthétique. L'autre, il a l'air poutré, t'arrives pas à le remonter. Mais l'autre, il a l'air neuf, il bouge bien, il est fluide et tout. Que dalle, ça change rien si tu veux pas. En fait, il est encore plus mort que celui-là. C'est ça, ouais. Il faut que tu le testes avant, quoi. Ouais. Bon, choqué, déçu. Bon, plot twist, on n'a pas assez de câbles. 850 balles de câbles, ça n'a pas suffi. Du coup, on part sur un petit... C'était quoi le prix? 125 €. Eh ben, dis donc. Une partie de plaisir. Dis pas ça. Ouais. Allez, 200 balles.
et 30 balles pour 2 interrupteurs. Merci la France. Je me sens vachement plus léger avec 250 balles en moins. Je suis surpris que tu sois assis actuellement, tu vois, je pensais que tu pourrais pas. Ah, il y a le siège qui me rentre dans les fesses. Les bosses elles font mal, non là, c'est... Ça picote. Non mais franchement, je pensais que les projets les plus traquenards c'était l'automobile. En fait, l'automobile c'est pas cher quoi. Non, en fait, les legs c'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'il faut que tu commandes tout à l'avance sur internet et que tu sois sûr de pas t'être trompé. Parce que si tu vas dans un magasin généralement et que t'es pas pro, tu te fais soulever. Ceci est ma C2. Ceci est ma première voiture et ça fait 6 ou 7 ans que c'est toujours mon daily. Petite interlude pour vous dire, peu importe la quantité de travail que vous avez, accordez un peu de temps à votre daily parce que c'est toujours la caisse qu'on délaisse le plus. Ça fait 50 000 km que je suis censé faire les bougies, juste les bougies. Et là j'en arrive au stade où quand je la démarre, je mets un filet de gaz et cale. J'ai décidé que j'en avais marre de laisser traîner les trucs importants. On change les bougies et le fait de faire une petite vidéo de 1 minute, ça va me motiver. Bim, bim, casse pas s'il te plaît. Bim, bim. Ça dégage. Ça dégage. Ah oui, le serrage, 0 Nm, excellent. Ok, bah super. Je suis extrêmement salé. Les bougies sont super propres. Elles ont probablement 70 000 km. Et du coup, c'est pas ça ma panne. Et ben tant pis. Le karma fait que sur mes véhicules non modifiés, j'ai que des pannes introuvables. Tant pis. J'ai acheté 4 bougies neuves Bosch chez Autodoc. Ça m'a coûté 10 € les 4. Bonne chance pour trouver mieux. Et tant qu'à faire, on les change. 25 Nm. Clic. Et comme d'habitude, je remercie Autodoc de sponsoriser cette vidéo. J'ai aussi pris chez eux des pièces pour réparer mon camion. Autodoc, c'est le leader européen des pièces automobiles en ligne. Ils ont pratiquement 6 millions de pièces en stock. Autant te dire que même si tu as un véhicule un peu rare, un peu niche, il y a beaucoup de chances qu'ils aient ta pièce. Pour trouver des pièces, c'est très simple. Je te recommande l'application mobile par praticité et parce que les prix sont moins chers sur l'application que sur le site internet. Tu rentres soit ta plaque, soit le modèle de ton véhicule ou tout simplement la référence de ta pièce. Et ensuite, on va chercher par exemple un kit de distribution. Tu verras qu'un large choix s'offre à toi, plein de gammes différentes. Alors franchement, pour la différence de prix, quelques euros, on prend des valeurs sûres, INA ou du Bosch. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et en plus, si tu ajoutes mon code promo Ultimate Making qui s'affiche ici, tu accumules encore moins 5% de promotion sur les pièces. Et enfin, dernier conseil, regarde bien ton ancienne pièce avant de commander la nouvelle parce que les constructeurs adorent faire des petites blagues. Et là, tu vois, pour la même référence, tu as 2 modèles différents, 154 dents et 152 dents. Donc, il faut bien que tu mesures combien tu en as dedans et ensuite tu achètes. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Et sur ce, on a un pompon à aller chercher. Où qu'il est le pompounet? Wow. Mais il est tout malade le pompon. Il a les yeux enflés. Qu'est-ce qu'il a? Il est blanc, il est tout pâle, il est tout maigre. Avec les travaux de la baraque, les poids lourds qu'on rentrait, le bordel, le béton et tout ça, je me suis dit c'est intelligent de laisser les pompounets en vacances chez mes parents. Mais le fait est que mes parents ils en avaient pas grand chose à cirer et puis ils disaient ouais tout va bien, elle va bien. Mais en fait elle avait le coryza avant que je l'emmène. Je l'ai emmené chez le veto, elle a guéri et ensuite maintenant ça a repris et en 3 fois pire. Et ça traîne depuis des mois et j'étais même pas au courant. Donc ouais, là je sais pas si le pompon va faire long feu, hein, je vais pas vous mentir. Faut savoir que les poulets c'est un peu comme le spawn dans Minecraft. Là où tu les poses la première fois, c'est là qu'elles iront se coucher le soir. Et là, elles sont complètement jet lag et comprennent pas où elles sont. Et oui les poulets, va falloir explorer maintenant.
La question maintenant, c'est où est-ce qu'on met les néons? À quelle hauteur? Et où et comment? Parce qu'en fait, là, tu vois, il y a quoi? Il y a 8 mètres jusqu'aux poutres là-bas. C'est pas envisageable de les accrocher là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer. Je me suis dit qu'on va faire comme dans les locaux industriels, on va tirer des câbles et on va suspendre les néons pour faire un truc un peu indus. Et on va les tendre entre les murs du bâtiment. Genre, on va percer les murs et clic, 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 les tendre avec des tiges filetées qui vont tendre un câble et il y aura les néons dessus. Avantage, c'est de la terre. Donc, le perçage va se faire de type hop, 50 cm, easy. Mais le désavantage, c'est que tu fais rien tenir là-dedans. Donc, il va falloir faire des énormes plaques qui vont bien s'accrocher pour pas que les tiges filetées elles s'arrachent, quoi. C'est pas une rondelle qui pourra tenir ça. Donc ouais, découpage dans de la grosse ferraille de type comme ça. On va se faire des bons vieux rectangles percés au centre et ça nous servira de grosses rondelles à tiges filetées. Et ensuite on avisera. Voilà, je vais mettre l'échelle, percer, découper ça, bim bim. Ah mais c'est ma meuleuse qui est morte en fait. Ça au moins c'est de la qualité. Bon, du coup c'est du ciment de surface et du caca de profondeur. Bienvenue au Pakistan. Mais dis donc Diego, qu'avons-nous dans ce magnifique colis Bricovis? Eh bien c'est très simple, on a commencé par des tiges filetées en classe 8.8. Alors bon, c'est un peu solide, mais pas non plus ultra solide, ça sert à rien. De toute façon, c'est pour tenir 3 néons qui font 200 grammes chacun. Donc niveau charge, ça va le faire. Donc voilà, tige filetée, j'ai des boucles, les termes techniques. Anneau de levage de mémoire. Anneaux de levage ou un truc du genre qui vont se vixer comme ça sur les tiges filetées. J'ai aussi des serre-câbles. Tu vois, des trucs comme ça, du serre-câble pour venir boucler cette bobine. Donc j'ai pris du câble isolé parce que pourquoi pas, je me dis si jamais, je sais pas si ça s'oxyde, alors comme ça au moins il a sa capote, il est content. Et puis voilà quoi, des rondelles, des vis, bref, du petit matos, du petit schrap comme font Bricovis en général. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est que là-bas que je me fournis, ils ont des tarifs très honnêtes. Et donc c'est parti, on perce dans le mur, on y passe les tiges filetées, les giga-rondelles carrées, bim bim, et on tire nos sangles. Le cul du perpo est trop. Comme ça? Non, justement, descends-le. Ah oui, comme ça. Encore? C'était d'une complexité. Waouh! J'ai bien fait de couvrir le tableau. Tiens. Tu te rends compte qu'on a fait une déformation plastique? Du coup, on n'a plus les mêmes propriétés qu'avant. Oui, c'est grave, hein. C'est la fin des haricots. C'est comme si j'ai l'impression qu'on en a rien à foutre. C'est parti? Oui. Ça va tirer au couple, ça t'aurait. Ouais. Là, je suis à 15 newtons. Ah non. Mais je suis désolé, mais oh non, il me fume tellement de rien. Oh non, enfin. Mais arrête, tu arrêtes maintenant l'éducation parentale des enfants de nos jours. Oh, attention, hein. La prochaine fois, tu seras puni, hein. Je dis stop, et si tu recommences, je redirai stop. C'est bizarre, le gosse, il en a rien à foutre. C'est dingue, si tu continues, je le dis à maman. le cuck daddy. La tristesse. Ça pourrait être pire, hein. Aujourd'hui, nous allons faire de la spéléologie. Oh shit. Je te la prends la GoPro ou tu la gardes comme ça? Vas-y, montre ce que t'as fait, tu me la repasses. De la merde, enfin j'ai mis une vis, j'ai serré, elle est parfaitement posée en épousant la forme du mur à 45 degrés parce qu'il y a un trou derrière. Magnifique. Et puis voilà.
Garbonzimir. Pourquoi il y a des trous dans les murs? Bon bah voilà. Hein. Waouh. Oh shit. Vachement sombre. On aurait bien besoin d'un peu de lumière. Oh. Moitié moins sombre. Pas mal, non? Deuxième bouton. Waouh! Ça donne quand même une petite impression sombre au-dessus, là. Bah, normal, t'as la lumière qui est en bas. Oui. Est-ce que pour faire des vidéos, c'est pas mal? Alors là, j'ai fixé les ISO à 500. Donc, je peux aller à 800, 900, 1000 jusqu'à 12800. Donc, on peut considérer que c'est électriquement complètement fonctionnel et safe. Ouais, c'est même pas fait à l'arrache. Et là, je viens juste de recevoir ma commande Amazon avec un différentiel, donc un 30 mAh, vu que j'avais commandé un autre en urgence. Schneider, et au final, ouais, il m'a coûté 50 €, je crois, c'est ça. C'est insolent de voir que c'est moins cher sur Amazon que chez les vendeurs. Ça, franchement, ça me tue, je comprends pas. Donc, et du coup... bonne rotation de phase, déjà. Ouais. Parce qu'on l'a inversé aussi là-bas. Ouais. Donc maintenant, on tourne bien 1, 2, 3, 400 L1, volts. L2, L3, correct. 400 volts, donc ça, déjà, c'est bon. Ok. Ensuite, tu flicks the switch. Il saute. Ah, ya. Déjà, ça fonctionne. déjà, ça fonctionne. Et tu vas essayer de le faire péter avec ton Ouais, ta exactement. machine. Cette fois-ci, on va espérer qu'il pète parce que putain, sinon, je vais m'énerver. Il a pété 21,9, 30 millisecondes. On est bien. Réglo. Réglo. Nickel. Donc, officiellement, le tableau électrique est fonctionnel. Il est finito, même. Ça y est, j'en peux plus, je veux rentrer à la maison. No homo, mais reviens vite. Ouais. 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 Fatigué, patron. Amuse-toi bien à Paris. Ouais. À Paris, hein? Je suis pas à Paris même. Je suis encore un peu plus loin. Allez. Bonne visite de fraiseuse. Hein? Bonne visite de fraiseuse. Merci. Salut. 2 semaines de travail et on a accompli ce qu'on fait généralement en 2 mois. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est fin juillet, ce qui implique que la semaine prochaine, début août, le pays entier se met à l'arrêt. Tout le monde part en vacances, sauf moi, et je suis très content de ne pas partir. Je ne me plains pas. Attention, je me fais chier, moi, en vacances. Visiter des églises, c'est bien, le petit Jésus, c'est bien, mais faire des pièces, fabriquer des trucs, c'est quand même vachement plus enrichissant. Je vais avancer l'atelier, mais pour ça, il faut que j'anticipe. Il faut que je ramène mes machines-outils, et c'est soit maintenant, soit septembre. Je n'ai pas que ça à faire, attendre jusqu'à septembre. Donc, on va les chercher maintenant, même si le timing n'est pas du tout bon. Je n'ai pas fini mes crépis, je n'ai pas fini mes murs et bah, je n'ai pas le choix. Donc, on appelle Thomas, le terrasseur de dragon. Je fais chauffer les pépettes, le portefeuille et on ramène 2 tours à métaux, une fraiseuse, un pont élévateur. Regardez-moi cette Mercedes OM 606 turbo violette. Regarde-moi ce violet, cet intérieur boisé. Et ne serait-il pas du plus bel effet? Parfait pour un paysagiste. Exactement. On met la mini-pelle derrière. pour aller terrasser à toute berzingue. Travers de port. Ton daily de rêve. Ça, c'est mon daily de rêve. C'est marrant, en plus, il fait à peu près 10 mètres de plus que mon break. Achète. Achète. Le chétan. Allez, c'est chétan. Dis-le pas à ta femme.
Écoute, plutôt que de la voir se finir à la casse, je préfère qu'elle finisse chez toi. Moi, j'ai déjà assez de projets stupides. Moi aussi, j'ai envie, tu sais. Tu regardes la couleur, tu la refais en daily parfait. Ouais, le daily parfait. Un peu de watts en plus, vite fait. Vite fait. Ouais, regarde-moi ça. Tout est dans le nom. Ouf. Fancy. Les éléments sont pas fracasses. T'es carrossier, c'est ton job, ça. Ouais, mais j'en ai ras le cul. Pour ça que t'as arrêté. Après, tu t'es mis dans le BTP. Et puis là, t'en as ras le cul et tu aurais arrêté. C'est ça. J'ai encore changé de vie une troisième fois. Là, t'as vu mon tour, tu m'as dit tu veux faire usineur. Du coup, tu vas bientôt être usineur. Johnny Sins. Ça, j'ai pas encore fait. Regarde ça. Impérial, en mode couronne. Magnifique. Heavy is the crown, comme on dit. Deuxième arrêt avec mon paysagiste particulier, mes 50 nuances de paysagiste. On va choper une petite fraiseuse. Bonjour monsieur. Salut. Bonjour monsieur Stéphane. Alors c'est un ami à Nicolas Hulmer. C'est ça. C'est bon? Le Stéphane, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai rencontré grâce à Nicolas et Cléa Hulmer. Ouais, les drifters les plus chauds du 42. C'est ça. Ouais, bah en fait, nous, le concept, il est assez clair. Hein. C'est le même que la casse automobile, mais dédié à un autre métier. Comme tu peux voir, il y a pas mal de pièces ici. Nous, le but, c'est vraiment de garder du matériel qui est vieux pour pouvoir réparer des vieilles machines. Ouais, et on parle de centres d'usinage, ouais. Ouais, des centres d'usinage, des tours à commande numérique, enfin, tout ce qui est pas mal électronique. On fait aussi un peu de mécanique, ouais, sur des boîtes de vitesse de tours, des choses comme ça. Donc tu vois, on en a dans toutes les dimensions, toutes les marques. Porte-outils, indexeur. Porte-outils, ouais. Ça, c'est des tourelles VDI qu'on a récupéré sur des tours. Et les constructeurs, ils assurent pas le SAV là-dessus? Bah, jusqu'à un certain point. Après quelques années, ils arrêtent, quoi. D'accord, ouais, parce Donc que... en fait, l'intérêt, c'est de vendre des machines neuves, c'est pas de réparer jusqu'à la fin de la vie de la machine. Mais c'est fou, la quantité de centres d'usinage. Il y a des tonnes de marques, Ouais. des tonnes de modèles, et toi, tu sais... Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est par exemple tout ce qui vient de Taïwan, etc. Ils font tous, ils ont des constructeurs de magasins, ouais, et toutes les marques utilisent le même magasin. ouais, c'est mais pareil, bon. il y a des choses que tu retrouves d'une marque à l'autre, c'est la même chose. D'accord. Donc, Ouais, c'est comme les automobiles, en fait. Hein. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Il y a des fois, ça se swap. Ouais. Et le but, c'est de pouvoir envoyer la pièce en moins de 24 heures, quoi. Ouais. Il y a quoi comme dépannages un peu classiques, genre dis-moi une panne connue d'un truc à la con. Bah, de toute façon, avec la chaleur, là, tu vois, l'été qu'on vient de Ouais. passer, les variateurs, par exemple, Siemens et tout, souffrent de la chaleur. D'accord. Et tu as 10 appels par jour sur j'ai cramé une alimentation, etc. Donc, D'accord. Donc ça, c'est typiquement, c'est les composants électroniques qui flashent parce que souvent, c'est un manque d'entretien de l'armoire électrique, tu sais, les filtres qui n'ont Ouais. pas été changés, les choses comme Donc ça. elle étouffe. Elle étouffe. Donc, le premier truc, c'est tout le monde ouvre les portes, sauf que tout ce qui est mauvais arrive sur les variateurs. Ouais. Et puis, arrive un moment, bah, ça claque, quoi. Ok. On dirait la scène de Tokyo Drift. C'est ça. Donc, tu vois, ça permet d'en stocker pas mal. Waouh. C'est une casse auto, mais pour les machines-outils. Voilà. Mine c'est de rien, ça. ça fait chier les usineurs. Tu sais, quand la ligne de prod elle s'arrête, Ah ouais. t'as une vieille machine qui a 20 ans, Bah, c'est ça. tu fais quoi? Et puis ça peut coûter vite cher parce que derrière, tu as une machine qui s'arrête, mais derrière, des fois, tu as 100, 200 bonhommes qui vont faire du montage, des choses comme ça. Et pour Ouais. une petite pièce qui paraît anodine, bah, tout s'arrête, quoi. Comme quoi ça existe. Tout C'est s'arrête. les petits métiers de l'ombre. C'est ça. C'est ça. Content de te connaître du coup. Eh ben J'ai ouais. pas de machine-outil, mais peut-être Ouais, qu'un ouais, jour bah. j'aurai affaire à tes services. Dans ta prochaine vie. Dans ma prochaine vie. Super. Ouais, enterre-moi déjà. Là. Nous voilà arrivés à la maison après moult péripéties. T'es mal chantier. Ça fait super peur. Yeah boy. Plus qu'à décharger.
merci encore pour ton aide. De rien. Le paysagiste le plus... pas paysagiste que je connaisse. Multipass. À chaque fois qu'il y a un job de merde. Allô Thomas? Oui, oui, j'arrive. Attends, hold my camion. Recule. Doucement. C'est toi l'inventeur de la technique du ghetto? C'était un gars qui transportait des pierres, il faisait ça, carton, eau, pas une sangle. Ça bouge plus. C'est incroyable. Avec le poids. Là on en mettra quand même des sangles. Oui, après, on transporte pas pareil. On se croirait dans Jurassic Park. Jurassic Park. Magique ces trucs. Faut toujours avoir un ami agriculteur, c'est ça la morale de l'histoire. Ah là mon pote, je peux te dire que j'ai chié le froc, hein. Quand tu vois des machines qui pèsent probablement 2 fois le poids maximum admissible par le bras de la grue, suspendues comme ça en l'air, tu te dis ouais, il faut que ça passe. Parce que la vérité c'est que j'avais fait des devis pour des transports et on me demandait 700 €, non 800 € avec la TVA et tout, pour une machine, pour faire 50 km. 800 balles, le prix quasiment de la machine pour transporter une machine. Et là j'en ai ramené 4. Voilà, donc autant te dire que dans le 42, tu chies le froc, mais tu t'arranges. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'ai oublié de détailler les coûts, donc je vais le faire dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, en ce qui concerne les coûts des machines-outils que j'ai achetées, 1000 € le gros tour, donc le Cholet 350, parce que c'était celui qui était en plus mauvais état, a priori en tout cas. Le petit tour qui a été bichonné, bien entretenu, même s'il est rincé, on va pas se mentir, le banc et il y a du jeu un peu dans les... Bref, on verra ça plus tard. 1500 € le petit tour, tout mignon, tout beau. La fraiseuse Dufour 194, bon état a priori, elle vient d'une école. Et cette fois, je sais que ça vient d'une école parce que tous les vendeurs de machines-outils te disent « Ouais, t'inquiète, ma machine vient des écoles ». Alors non, comme je vous ai dit, le vendeur de la fraiseuse, c'était un ami d'un ami, c'était un gars sûr, c'est un gars très honnête. Donc ça se voit au carter, ça se voit à l'aspect de la machine, ça vient vraiment d'une école. Donc 1500 € la fraiseuse, avec un peu de jeu dans la table. Donc il faut régler le jeu dans la table parce qu'il est zouk. Et il y a une vitesse qui est coincée, voilà. Il y a un peu de boulot, mais mine de rien, c'est des braves machines et elles ne demandent qu'un petit peu d'amour. Le pont élévateur, malheureusement, état inconnu. J'ai absolument pas pu l'essayer, il était démonté depuis quelques années. 650 € plus un tracteur tondeuse. Regarde-moi cette magnifique petite bouille Westwood. Morningwood, il est absolument magnifique. Bon, le moteur est complètement mort, tout est mort, il n'y a même plus le plateau de coupe, alors que moi là-bas je veux un tracteur tondeuse pour tondre le gazon. Donc il va falloir que je le swap en V-twin, j'ai les moteurs qu'il faudra qu'on restaure. Petit passage en Speeduino, bref, le projet va être absolument zinzin, mais c'est pas pour tout de suite. Grosso modo, mon conseil c'est n'achète jamais une machine-outil que tu n'as pas pu essayer. Ne va pas sur le bon coin pour juste appeler un gars et lui dire que j'achète une machine-outil parce que 90% des machines-outils que j'ai visitées, et je peux te dire que j'en ai visité un paquet, j'ai perdu des centaines d'euros d'essence et des journées et des journées à faire des allers-retours à 3 heures de route pour aller checker des machines, les essayer. C'était long, c'était chiant, mais j'ai enfin trouvé, en tout cas j'ai fait le tri des moins crevés, mais sache qu'elles sont toutes vraiment crevées. Donc ne mets pas beaucoup d'argent là-dedans, hein, ça reste des machines d'occasion que ça fait 50 ans qu'elles se font marave. Et vérifie bien avant d'acheter le cône, l'état du mandrin, l'état des roulements, parce qu'un roulement c'est parfois 1000 balles et un mandrin c'est 1000 balles. Donc choisis bien ta machine. En tout cas, trêve de bavardage, on a encore du crépi à faire et on a surtout un seuil de porte à couler.
suis toujours sur la préparation de mon seuil en béton. Alors du coup, tu constateras que je monte ce seuil un peu comme un mécanicien. C'est-à-dire que tu sais, dans la mécanique, il y a un truc qui s'appelle la loi de Murphy. C'est le moindre maillon faible qui peut tout faire foirer. Alors du coup, je suis un peu psychorigide. J'ai ferraillé. Alors j'ai non seulement ferraillé en vissant, non, en mettant des tors comme ça dans la dalle. J'ai ferraillé en mettant des tors comme ça dans la pierre en dessous. Comme ça prend en Z, tu sais, en treillis comme ça. Et en plus par-dessus, je mets de la ferraille et au fond, j'y mets des chutes. Alors là, c'est la charte du rat. Hein. Vraiment, j'ai des déchets. Ici, j'avais plein de déchets de béton. Et j'ai mis tout ce que j'ai pu mettre. Tu vois, comme ça, j'ai tapissé le fond de caillasse. Et ça fait une sorte de béton cyclopéen. Alors tu vois, là, j'ai appris un mot. Fallait bien que je le case quelque part pour avoir l'air intelligent. Alors apparemment, un béton cyclopéen, c'est un béton avec des très gros trucs qui sont au fond. Donc en fait le béton va colmater, va coller sur les trucs au fond et ça va faire je sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas j'ai enfoui de la merde et puis j'essaye de trouver un prétexte pour dire que c'est bien. Donc voilà, j'ai ligature tout ça, tout ensemble. Ici pareil, là il y a une amorce de rupture. Tu vois, parce qu'il y a une arête vive ici et ça risque de fissurer en diagonale comme ça. C'est la loi de la mécanique, hein, ça se trouve je dis de la merde, mais je te dis, je fais du béton comme un mécanicien. Donc ça, je vais arrondir, cette arête, je vais l'arrondir. Comme ça, elle va pas créer une amorce. Ferrailler les bords, ligaturer avec le centre. Comme ça risquera pas de péter comme ça. Ouais, je pense que je suis en train de faire un truc 3 fois trop solide pour ce que je vais en faire, mais... Tu sais quoi, ça me coûte pas plus cher. Je me dis que peut-être depuis la dernière vidéo, il y a des gens qui se disent putain, le mec il s'embourgeoise, la chaîne YouTube ça va plus être ce que c'était, les techniques du ghetto c'est fini, maintenant le mec il est riche, gna gna gna. Bah écoute, j'ai rien à te dire. J'ai rien à dire à part le fait que je suis en train de recoudre une brouette avec du fil de fer, parce qu'une brouette rachetée neuve c'est beaucoup trop cher et celle-là était gratuite mais complètement éventrée. Du coup moque-toi si tu veux de ma technique du ghetto, mais c'est la technique que faisait ma grand-mère quand j'étais petit pour recoudre les chaussures quand elles étaient la semelle était éventrée et tout. Et bah qu'est-ce qu'on faisait au lieu de racheter des chaussures? Et ben elle les recousait comme ça avec du fil de fer. Voilà, nickel. C'est reparti pour 15 ans. J'ai fait un truc épais et j'ai beaucoup de volume à couler. Est-ce qu'il fait 38 degrés dehors et qu'on est en pleine canicule? Oui. Est-ce que j'ai envie de crever? Oui. Allez, c'est parti. Pour faire un béton à la bétonnière, on va commencer par mettre un mélange de sable, de petits gravions et de gros gravions. Donc là j'ai déjà du mélange. Du coup je vais mettre à peu près 20 pelles dans ma brouette. Tu constateras que 20 pelles c'est une brouette en fait. Environ 12 litres de flotte. Donc je commence par balancer la flotte. C'est très important parce que si tu mets la flotte à la fin, ça te fait des grumeaux et ça se mélange plus. Et ensuite, un demi-sac de ciment. Je comprends pas les gens qui payent
30-40 balles par mois pour aller à la salle. En fait, il suffit que tu fasses une journée avec des mecs du BTP ou une journée avec un agriculteur et ça va te refroidir. Genre, c'est tellement physique. Là, j'y suis depuis 3 heures à charger des pelles de sable, charger des sacs de ciment, faire des allers-retours comme une grosse merde. Et je suis épuisé. Je pense demain je vais être une larve. Allez, nique ta mère. Ce qui est vraiment dur avec le béton, c'est que c'est super lourd et t'as aucun temps de répit. Tu sais, t'as pas de temps de pause. Tu peux pas dire ok, je m'arrête 10 minutes, je fais une petite pause. Non, genre le béton il prend, il tire, il t'attend pas. Du coup t'es là, t'es obligé de suivre son rythme à lui et tirer, 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 tirer. Bim, bim, bim. Là j'essaye de remplir le thé là et je le branle comme ça, comme si j'avais une aiguille vibrante, parce que sans surprise j'en ai pas. Du coup j'essaye de le faire descendre un maximum et chasser les bulles, tu vois. Ah, le soleil brûle. This is the final brouette. Ce soir je vais m'évanouir comme une énorme merde. C'est pas comme si c'était la genre 24e brouette, 24e bétonnière. Je pense que la maçonnerie, c'est génétique chez moi. C'est inscrit dans ma lignée. Pas pour rien que tous mes compatriotes sont partis en France faire de la maçonnerie, je pense. En fait, je crois que tes talents en maçonnerie sont proportionnels à la taille de tes sourcils. Yeah boy! Alors, on est le lendemain et j'ai commencé à décoffrer mon seuil et le remblayer ici sur les côtés, là où il y avait les planches, il y avait un trou. Donc je remets de la terre, je refais le niveau bien plat. Et franchement, je suis très content du résultat. Pour du pifomètre, tu vois, j'avais pas de règle pour tirer le niveau. C'est pas... Ouais, là ça relève un petit peu, mais c'est que le coin. Et globalement, c'est plutôt plat, on dirait, à part quelques petites différences. Je sais pas trop exactement, je prendrai une mesure avec le laser. Alors là, comme ça, de ce côté, on se rend pas compte de l'épaisseur du seuil. Mais si on passe de l'autre côté, là où j'ai pas remblayé, voilà. Ça, c'est ma main. Et ça, c'est l'épaisseur du... C'est absolument monstrueux. Et je pense que la maison, elle peut se démolir 4 fois. Ce seuil-là, il bougera pas. Donc voilà. Plus qu'à remplir tous les trous périphériques et vérifier la planéité. Là, je suis en train de me motiver grave parce qu'il faut que je fasse tous les crépis sur tous les murs. Il faut qu'il y ait même plus 1 cm² de caca tassé apparent. Parce qu'en fait, j'ai ramené les machines-outils, j'ai mon matos, mon tour, fraiseuse, etc. Et il faut qu'on les installe. Donc la semaine prochaine, avec le poteau Jean, on va déplacer les machines dans leurs endroits définitifs, les installer et les régler avec un outil spécial qui règle ça parfaitement au centième de degré d'alignement de la lune près. On va installer les machines correctement. Et le problème, c'est que ces trucs de 2 tonnes, une fois qu'ils sont posés, tu les bouges plus. C'est-à-dire qu'en fait, les crépis, si tu veux les faire, c'est maintenant ou jamais. Alors, il y en a qui vont peut-être me dire, bah, fais pas le crépi, ça fait chier, laisse comme ça. Bah non, tes murs, il y a de la poussière, en fait, qui t'as beau nettoyer tout parfaitement, tu reviens le lendemain dans l'atelier, tu as une couche de terre sur tout ton matériel. C'est invivable et c'est ce que j'avais là en location et plus jamais je veux vivre ça. Tout est dégueulasse instantanément et tu peux pas
mettre des machines-outils dans un environnement où tu as de la terre qui tombe du ciel. Tu vois, c'est pas envisageable. Du coup, il faut faire une sorte de crépi. Du coup, j'ai déjà commencé à le faire hors caméra pour m'entraîner, pour voir comment ça rendait, pour voir tout simplement, je ne vais pas te faire une vidéo pour te dire comment faire alors que moi-même je ne sais pas. Donc, je me suis entraîné. J'ai fait sur les 2 premiers mètres, ici, un crépi. Donc, tu vois, là, j'ai vraiment un crépi à la chaux, tu vois. Enfin, ce n'est pas un crépi définitif. Ça, c'est juste une accroche. C'est un gobetti, ça s'appelle. Alors, je ne sais pas quel attardé mental a inventé ce mot. Oui, on appelle ça un gobetti. Voilà, c'est un mot de merde, mais c'est comme ça. C'est la première couche qui va te servir d'accroche pour le crépi définitif. J'ai fait ça à la chaux avec chaux sable, 2 parts de sable, 1 part de chaux pour la première couche. Et ensuite, tout ce qui est en hauteur, vu que c'est horrible à faire un crépi comme ça, c'est super long, c'est super chiant. Là, j'ai pas fini, il faut que je le fasse. Mais en gros, faire ça sur toute la hauteur, non seulement ça va me coûter 4 000 €, mais en plus, ça va me prendre 3 ans et demi. Donc en fait, tout ce qui est en hauteur, j'ai fait un lait de chaux, c'est-à-dire comme une peinture avec des sacs de chaux que je mélange à de la flotte et je recouvre tout. Alors pourquoi je te rabâche le mot chaux 4 fois dans la même phrase? C'est très simple. La chaux, c'est le seul élément de finition que tu peux appliquer sur les bâtiments anciens. Ça, c'est une grosse erreur qu'ont fait tous ces putains de boomers dans les années 50, 60, 70. Ils avaient le ciment magique qui était pas cher. Voilà, il y avait du ciment partout. Alors, ils ont pris tous les bâtiments anciens et ils les ont traités avec des couches de ciment. Donc, ils ont fait des crépis ciment, des intérieurs ciment. Et devine quoi? Ces vieilles baraques, ils les ont toutes tuées, absolument tuées. Et nous, là, les nouvelles générations, on veut racheter des bâtiments et on se rend compte qu'il y en a qui ont été très, très mal entretenus. Parce que les anciens, dans les années 1800, ils faisaient tout à la chaux, leurs bâtiments, ils respiraient, tout allait bien. Mais dès que les boomers ils sont arrivés, hop là, on met du ciment. Et du coup, le ciment, c'est quoi? C'est étanche. Et le pire ennemi de ces bâtiments en caca ou en pierre, c'est l'humidité. Dès que tu mouilles le mur, ton mur, il tombe. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que oui, j'ai le seum contre les boomers. Et non, je ne vais pas faire un traitement ciment. Je ne suis pas débile à ce point. Donc, je prends de la chaux, parce que la chaux, ça respire. Ça, c'est l'avantage numéro 1. Et l'avantage numéro 2, la chaux, c'est une base forte, c'est-à-dire que tous les champignons, toutes les bactéries, les micro-organismes dégueulasses qu'il y a dans les murs, je te le rappelle, c'est de la terre, c'est dégueulasse, c'est pas sain. Donc, j'ai pas envie entre 2 passes de fraiseuse, j'ai pas envie de choper une pneumonie, tu vois, ou une mycose, je sais pas quoi là. Donc, en gros, la chaux, ça va tout tuer. Parce que rien ne peut vivre dans un environnement aussi basique, aussi corrosif. Même pas mes mains, tu vois, mes mains, c'est devenu de la moquette. Parce que j'ai mis des gants, mais la chaux, ça bouffe tout, c'est trop violent. En fait, le lait de chaux, c'est une sorte de peinture à la chaux un peu épaisse. Donc, on va utiliser de la poudre de chaux, NHL 3,5, du lait demi-écrémé, parce que c'était moins cher. J'ai pris vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Et non, c'est pas une blague. C'est un abonné qui m'a contacté sur Insta et qui m'a dit de faire ça, en fait. Et au début, je l'ai pris pour un con. Et après, je me suis renseigné et en fait, il avait raison. Il faut que tu mettes un petit peu de lait dans ton mélange de lait de chaux, justement, parce que ça aide à coaguler la poudre. Tu vois, la chaux, même quand ça a durci, ça a pris et tout, ça reste friable et poudreux. C'est tout farineux, tout dégueulasse. Et ça peut pas rester comme ça. J'ai pas envie d'avoir de la farine qui tombe du ciel H24 et tous les jours avoir tout qui est blanc. Ce lait va probablement aider ma cause. Et ensuite, on va tout asperger avec ce pchiteur là de chez Action. J'ai juste repercé, là, super large. Je pourrais y passer le poing dedans. Et j'ai enlevé tous les filtres parce qu'ils s'encrassent direct. Pour les dosages, faut pas trop se branler dessus. Il n'y a pas vraiment de dosage particulier en fait. Je mets un seau de chaux, presque 2 seaux d'eau avec 1 ou 2 briques de lait. Voilà. Avec le gaspillage alimentaire que je suis en train de faire là, j'irai en enfer, c'est sûr. Allez, je vais mettre 1 brique et demie de lait, soyons fous. Hop! Bon, par contre, je vais pas te mentir, ça fait un petit peu peur.
On est un petit peu haut quand même. Écoute, il n'y a pas grand chose à filmer, à part le fait que j'ai comme ça sur le mur comme jamais. Puis voilà quoi. Hein. Pour le LED show, j'ai fini toute la partie haute, donc déjà ça rend moins terre, c'est déjà mieux et vachement plus assaini, même si ça pue le lait. Donc j'espère que c'était pas une blague cette histoire de lait, parce que je trouve ça complètement débile. Mais bon, si tout le monde dit de faire comme ça, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire, même si honnêtement, je vois pas de différence, c'est pas 2 litres de lait dans ton mélange qui... Bref, c'est fait, voilà. Ensuite, pour la partie crépi, donc la partie tout ce qui est en bas, j'utilise cette espèce de gobelet gicleur de chez Vévor. Donc ils font des trucs bien. Franchement, chez Vévor, ils ont de tout. Alors il y a des trucs qui sont moins quali que d'autres, mais ça fait pas mal le travail et j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien cette marque. Donc ça m'a coûté 25 €. Donc c'est une espèce de pistolet pneumatique. Tu vois, tu as une poignée. Ici, tu prends du crépi à l'intérieur et ça le projette sur les murs. Je me suis fait ma touillette et c'est parti. Au fil de mes essais, j'ai développé une technique. Tu commences par la maxi-diarrhée. Il y a la moitié qui se fout par terre, alors tu la récupères comme ça et tu la spanques. Le crépi à l'ancienne, t'inquiète. C'est comme ça qu'ils faisaient nos ancêtres, faut pas se moquer. Hein. Du coup, voilà. Tu jettes comme ça, et pour que ça pénètre bien à l'intérieur des fibres de caca, tu le spanques. C'est pour ça qu'il y a la trace de mes doigts sur le mur, parce que genre, j'y spanque le crépi. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, parce qu'en vrai, à la chaux, c'est super technique. Surtout que j'ai remarqué que la chaux, elle a 2 prises. Genre, elle a une prise, t'as l'impression qu'elle prend, mais en fait, elle prend pas, elle devient beaucoup plus collante. Donc en fait, il faut la brasser pendant genre 1h30, 2 heures avant de l'utiliser. Et il y a plein de subtilités comme ça, personne n'en parle. Et on se retrouve pour des choses plus intéressantes. Monsieur Lolo, encore vous? Quel bon vent vous amène? L'échangeur, il est trop petit. Ah ouais, Fmic, ils ont l'air quali. En vrai, je pense que je vais prendre le même que toi. Ça va, je suis pas trop déçu. Je pense que tu as le meilleur tuning parmi nous tous. Non, mais les gens l'ont déjà vu. Oui, mais présente maintenant que c'est terminé. Bah, j'ai mis des rotules inférieures de DS3 perf, donc déjà t'as 2.2 de carrossage par exemple. Ouais, mais si ça, tu... ça, on s'en tape, ça. Non, ça c'est pour la tenue de route. tu sais pas, toi, t'es qu'un mec de ligne droite encore, mais un jour tu vas découvrir les virages, t'es. Étrier de 308 GTI, disque en 323 de 208 BPS. Après, elle est posée sur 4 vias rouges. C'est bien, tu sais lire la brochure. Ouais, foiré. Et puis, bah, depuis la dernière fois, dans l'autre vidéo, bah, juste, on a remonté toute la face avant. Waouh. La tiale. Mais je reconnais, c'est mes soudures. Le ressort, il était trop énervé, au fait. Gros 404 de 308, ouais, et puis voilà. Et là, je suis allé en vacances par 40 degrés, clim à fond, hein. Ça bouge pas, hein. Je tire un bar 3, 263 chevaux. Ah oui, attends, okay. Mais il n'y avait pas la carto quand... Attends, il faut faire voir la feuille de courbe, tu sais. Ah oui, tu l'as plastifié, t'es vraiment un grand c'est même pas moi, c'est lui qui me l'a plastifié. T'es vraiment un grand sgeg. Là, tu vois le couple surtout de 2005 à... Regardez la ligne. C'est un plateau. C'est droit. C'est droit. C'est genre ton turbo, il charge direct. Ouais, et genre... T'as pas le... Après bon, c'est pas les mêmes puissances, tu sais, c'est pas 500 chevaux, oui. C'est normal, mais quand même une courbe comme ça, c'est super agréable à conduire. Ah franchement ouais, c'est... Si tu t'énerves, tu t'énerves, si tu veux rouler cool, tu roules cool. Ouais, je me suis fait un petit tableau de bord comme ça. Oh oui, Fast and Furious. Ce qui est important surtout sur un THP, c'est les pressions de pompe HP. Ouais. Et les températures d'admis, bah...
Là, en fait, vu que l'échangeur est trop petit, et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que ça prend 60 degrés au bout de 4 axels. Ouais, ce qui est très très beaucoup. Voilà, c'est un peu énorme. Donc l'objectif, c'est de mettre un plus gros échangeur. Allez, ça dégage. Hop là. Non, mais attends, il faut faire... Hop là, bas les couilles. Hé, ma dalle. Pardon, la dalle. Je l'ai fait pour que tu puisses faire ça. Waouh, tight. Et là, ça a collé par la précision. Tu me la tiens? Je te la tiens. C'est parfait. Tourner. Dès la première fois que tu me l'as ramené, je t'ai dit je veux faire un essai. Parce qu'elle a l'air trop cool niveau châssis, niveau boîte, niveau souplesse. Short shift. Ah putain, la boîte 6 et tout. Incroyable. Ah ouais, boîte 6. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo là et premièrement je me rends compte que l'éclairage dans cette zone est tout pourri. J'ai la gueule complètement noire parce que... Allez, un petit effort. Ouais, non, c'est mort. L'éclairage est pourri, dommage. Je disais, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que la vidéo elle dépasse déjà 1 heure et qu'il y avait 4 vidéos dans une vidéo. Je pense qu'il sera judicieux de s'arrêter là. On a bien avancé aujourd'hui et j'ai encore plus avancé en off que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc vous voyez qu'on a installé toutes les machines-outils à l'arrière. La déco et tout n'est pas définitive, mais tout est en place. Le plus dur est fait. J'ai rentré donc les vieilles machines-outils installées, réglées, pas restaurées malheureusement, mais on verra ça plus tard. Et j'ai aussi rentré du neuf, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'en verrai pas le bout, comme cette magnifique scie à ruban. Donc la maman de la petite SP11V que j'avais avant, ça fait 6 ans que je lui mets tarif. Un cabinet d'outillage, donc une sorte de meuble que j'ai pas encore fini de déballer et de monter. Du joli rangement bien costaud, tu vois, des tiroirs dans lesquels je vais mettre les tarots, les forêts, tout le matériel d'usinage et de fabrication. Clic, une belle sableuse bien quali pour arrêter de gratter le matériel des autres. Et devinez ce qui va de pair avec une sableuse. Un magnifique énorme compresseur triphasé bicylindre qui coûte à peu près le double du prix de mon parc automobile. Et malheureusement qui a été magnifiquement fracassé pendant le transport, vu que le poids, toute la masse est en haut. Les transporteurs ont fait n'importe quoi et ils l'ont fracassé, ils l'ont fait tomber. Donc ça a enfoncé l'arrière du moteur, ça a tout défoncé le derrière, arraché les vis, les raccords pneumatiques, tout s'arraché, cassé au niveau du filetage. Donc ouais, pour le sauver, il y a un peu de boulot et tout simplement j'en attends un nouveau. De toute façon, c'est garanti, il y a une assurance pour ça. Mais tu comprends bien que ça retarde un petit peu le processus. Vaut mieux laisser tasser la situation et présenter tout ça dans la prochaine vidéo, les installer, raccorder, etc. Donc ce côté, il a l'air propre, même si j'ai pas encore installé le pont élévateur, donc le pont de colonne, là exactement où je me situe. Et l'autre côté, malheureusement, est très peu présentable, donc il est encore complètement en chantier. J'ai ni fait les crépis, ni fait les doublages au mur, parce que je veux doubler au bois et accrocher mes outils électroportatifs. Et pas terminé non plus de fabriquer ce plan de travail sur lequel je remettrai la charlotte, je remettrai bac à ultrasons, plein de matériel, un plan de travail pour bricoler quoi. Grosso modo, je dirais prochaine vidéo dans environ 2-3 semaines. Ça va aller relativement vite, j'espère, parce que j'ai chopé un peu d'expérience et le plus dur a été fait, j'ai envie de dire. Du coup, on se retrouve très bientôt pour la fin de l'atelier et on réattaque les projets très bientôt. Ciao!